Qu'à 16h, Marc Menant nous parle de la spiruline, une algue magique. Oh, plus que ça encore, il suffit de lire l'ouvrage de Jean-Louis Vidalot. Il est médecin. C'est à préciser parce que dans notre pays où il est bon d'avoir des références pour tenir des propos dissidents, c'est indispensable car sinon il apparaîtrait tout de suite comme un doux fantaisiste, un charlatan, voire un individu, comme on le disait tout à l'heure avec Jean-Marie Pelt, qui manque pas de diplôme non plus, comme un individu faisant le lit des sectes. Spiruline, l'algue bleue de santé et de prévention aux éditions du Dauphin. Petit clin d'œil à notre ami Chelala. Docteur, bonjour. Bonjour. Cette spiruline, vous allez nous la présenter, mais tout de suite, il faut savoir que c'est une algue qui n'a rien de marine. Qui peut être marine, tout autant que... Ah bon? Moi, je la connaissais comme algue d'eau douce et venant en particulier des lacs d'Amérique du Sud. Des lacs africains avant d'être d'Amérique du Sud. Cette algue, c'est tout simplement notre ancêtre. Essayez de vous souvenir. Il y a 3,5 milliards d'années... Je m'en souviens. Non, mais je suis pas d'aujourd'hui. Lorsque ce qui allait devenir notre planète n'était qu'une espèce de magma de lave et de poussière, le premier rayon de soleil qui a réussi à mobiliser un microcorpuscule qui déjà à l'époque faisait 1/10 de millimètre et qui était spiralé, on en a les preuves fossiles, a réussi à lui faire ce prodige physico-chimique sans lequel nous ne serions pas là, qui est la photosynthèse. C'est-à-dire qu'à partir d'un trait de lumière, d'un côté il a créé de l'oxygène et de l'autre côté de la matière et... Mais là, docteur, vous êtes en train de nous suggérer que la spiruline est l'ancêtre de tous les organismes vivants. Exactement. Alors, mais ça, on en est à peu près certain parce on en est certain. On a des preuves trop forbolites, on a notamment des preuves. Alors, on l'appelle algue parce que c'est plus élégant, et c'est vrai que c'est la plus primitive de toutes les algues bleues, puis les algues lichens et les végétaux supérieurs, mais c'est tout autant au plan biologique la plus primitive des cyanobactéries, qui a donné naissance ensuite aux amibes, aux invertébrés, etc., et à l'homo sapiens que nous sommes. Elle est à l'origine de la lignée animale comme de la lignée végétale. Est-ce que ça pourrait sous-entendre qu'il y ait là tous les potentiels du vivant de telle sorte que ce qu'elle contient puisse permettre aux organismes de se régénérer, d'où l'idée d'algues miraculeuses? Très exactement. D'ailleurs, je sais que vous avez vu l'ouvrage, oui, et que vous avez pas été sans remarquer que j'insiste beaucoup sur un des constituants de la spiruline, la phycocyanine, qui est ce pigment bleu. On en parlera tout à l'heure. Je l'ai noté parce que, en plus, vous la développez beaucoup. Enfin, vous développez beaucoup cet élément vers la fin du livre. Pourquoi? Parce que précisément la seule différence entre la phycocyanine et l'hémoglobine, n'est-ce pas, qui est le sang, c'est un petit atome au centre de cette molécule qui, dans un cas, est du fer, dans le cas du magnésium, et c'est la seule différence, c'est-à-dire que à partir d'une même cellule, on a créé tous les végétaux à base de chlorophylle ou tous les humains à base de sang rouge. Les mammifères en général. Hein. Jean-Louis Vidalot, je rappelle que vous êtes médecin. Pourrait-on dire... Non, ça c'est vrai alors. Pourrait-on dire qu'il y a, puisqu'elle est notre ancêtre, néanmoins un ancêtre de la spiruline? Est-ce que l'on a une spiruline qui devient de plus en plus dense, contournant de plus en plus d'éléments qui vont conduire après à ces mammifères, d'un côté, d'abord organismes plus primaires bien sûr, et puis également à aux générations de plantes? Alors c'est une des choses qui m'a effectivement passionné depuis une quinzaine d'années que je m'intéresse à la spiruline, c'est qu'effectivement, comme c'est le plus primitif des organismes, il n'a pas bougé depuis la nuit des temps. Il a exactement 100 membranes cellulaires, sans noyau. C'est le plus primitif des organismes. Il n'a pas évolué. Hein, on en a des preuves fossiles dans les bas-fonds en Australie, en Afrique du Sud, et notamment on a redécouvert la spiruline, comme vous le savez, il y a relativement peu de temps dans le lac Tchad, lors de la grande sécheresse sahélienne, où il y avait une sécheresse où les gars même mouraient par millions qui s'étendait de la Haute-Volta, qui n'était pas encore le Burkina Faso, jusqu'au Mali, Niger, jusqu'au Soudan, et une équipe d'ethnologues, c'était pas des médecins, a découvert sur les bords du lac Tchad une peuplade, les Kanambous, qui était extraordinairement beau, floride, et alors qu'il y avait la même sécheresse que partout ailleurs, et en les regardant vivre, tout simplement, je parle de Monique et de Maxime Brandilly, ils ont découvert que depuis la nuit des temps, ils se nourrissaient quasi exclusivement de cette petite boue verdâtre qui ramassait sur les bords du lac Tchad, qui faisait sécher au soleil, qu'ils appelaient le dié, et qui contenait tout ce dont l'organisme pouvait avoir besoin. Mais quand vous dites ça n'a pas bougé,
bougé. Néanmoins, puisqu'on est dans l'idée d'un ancêtre, sa façon d'évoluer a été de créer tout en restant l'être initial, l'être primaire, de développer des branches qui ont conduit à tout ce que l'on voit dans le vivant. Exactement. Exactement. Alors, je vais même plus loin. Parmi les souches que j'utilise, il y a une souche Lonard. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de souches qu'on appelle paracas, là où on les trouve. Et généralement, il y a une histoire. Quand on voit au Mexique, on sait que depuis l'empereur Moctezuma, ils utilisaient la spiruline comme une espèce d'ancêtre de l'EPO. On en parlera éventuellement. Oui, bien sûr, parce que je connais avec le Tour de France, premier 4 de page hier, on se dit, si les gars y allaient de la spiruline, on va y tranquille. Non, parce que vous le développez très bien. Mais si, je vous ai vu, donc je sais pas. Je vois. Pour en venir à cette souche Lonard, on l'a découverte dans un lac artificiel créé par la chute d'une énorme météorite en Inde à la fin du 19e siècle. Une énorme météorite qui a fait un cratère de 3 km de diamètre et qui s'est comblé bien sûr des eaux pluviales et des eaux des sources environnantes. Jamais on avait entendu parler de spiruline jusqu'à présent. Et là est née une souche de spiruline un petit peu différente, un petit peu plus spiralée, avec 7-8 spires plutôt que 4-5, etc. Et la seule explication logique, c'est qu'elle était venue probablement avec la météorite. Ça sous-entend qu'il y a des formes de vie dans le système solaire, car ce qui est étranger au système solaire ne peut en aucun cas nous dégringoler sur la tête, qu'il y aurait, puisque nous envoyons des sondes, que ce soit sur Mars, les satellites de grandes planètes, pour tenter de découvrir s'il n'y aurait pas d'autre vie, là la preuve avant... Why not? Non, mais bon. Néanmoins, j'aimerais savoir si la spiruline, quand elle est ensemencée, utilisons ce terme, dans un lac d'Amérique du Sud, est-ce qu'elle va se développer de la même manière que dans un lac d'Afrique, et même entre un lac d'Afrique du Nord, un lac d'Afrique du Sud, parce qu'il est évident que nous sommes tous liés à notre environnement, et en fonction de l'endroit où elle est posée, est-ce qu'elle va germer en étant densifiée dans tout ce qui la compose? Alors la seule constante, c'est que la spiruline continue à pousser comme à l'origine des temps, par photosynthèse, entre 25 et 35 degrés, de manière optimale, et dans un milieu très particulier. Il lui faut un pH très basique, pH 10-12, très basique. Bon. C'est la raison pour laquelle on trouve par exemple dans le lac Texcoco, qui est une ancienne mine de potasse, une spiruline spontanée. Par contre, ces caractéristiques vont être très différentes selon le milieu nutritif qui est le sien. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle entre la spiruline sauvage, que l'on trouve un petit peu partout sur la surface du globe, par parenthèse partout où se trouvent les lieux de migration des flamands. Pourquoi les flamands ont cette belle couleur rose foncé? C'est parce que précisément ils se nourrissent quasiment exclusivement de spiruline et de diatomée, et qu'elles en font d'ailleurs la culture, etc. Et que partout où ils se posent, ils transportent de la spiruline, elles la cultivent en quelque sorte. Mais si on veut avoir une spiruline qui soit fortement dosée en certains principes actifs dont on commence à comprendre quel est l'intérêt. La protéine, bien sûr, toutes les spirulines ont 60-70% de protéines, voilà, les enzymes, etc. Mais par contre, voilà, certains enzymes et certains acides aminés, et certains, les acides aminés on les trouve, mais certains enzymes et certaines vitamines particulièrement, et surtout les pigments dont je parlais tout à l'heure, si on veut les avoir de bonne qualité, il faut la cultiver de manière rigoureuse, avec des intrants qui soient très spécialisés. J'ai déposé un brevet à cet égard, et il y en aura d'autres. C'est-à-dire que vous cultivez? Moi, je cultive, voilà. Monsieur est docteur, mais il cultive. J'ai coutume de dire qu'il en est de la spiruline comme des vins. Il y a différentes souches comme il y a différents cépages, et il y a différentes manières de travailler la vigne. On va voir tout ce que l'on peut obtenir comme bienfait du côté de la spiruline. Les premiers éléments informatifs en la matière, on les tient de ce qui s'est passé au Vietnam. Guerre douloureuse s'il en est. On fête cette année l'anniversaire de 68. 68 nos pavés en France, mais c'est l'année du grand bouleversement, l'assassinat de Kennedy, Bob, l'assassinat de Martin Luther King, et puis aussi ce déferlement de forces pacifistes à travers le monde pour gueuler contre la guerre du Vietnam. Et au Vietnam, où on a utilisé énormément d'armes chimiques. Et il semblerait bien que les premières vertus médicinales de la spiruline aient été éprouvées grâce au traitement donné à des gamins
à base de spiruline. Voilà, le problème c'est qu'on a peu de travaux qui datent de cette époque. Par contre, à partir de ces observations dont on a eu connaissance plus par de bouche à oreille, il y a eu un deuxième élément qui est maintenant fait autorité, ce sont les irradiés de Tchernobyl, qui sont un petit peu plus près. Alors là encore, vous le dites à un moment dans votre ouvrage, en conclusion de la démonstration que vous tenez, vous voyez, c'est pas uniquement de l'informette, pour utiliser un néologisme qui court sur Internet. Effectivement, on a eu des équipes médicales qui ont traité un certain nombre de personnes et on a suivi l'évolution du traitement. Et là, nous avons les observations, j'en fais référence d'ailleurs dans complètement, l'ouvrage. Et suite donc aux irradiés de Tchernobyl, des équipes de Minsk ont pris des gamins de manière randomisée, certains ayant un traitement avec quelques grammes de spiruline par jour parce qu'il n'en faut pas énormément, d'autres 100, on a fait des études, etc. Et on est arrivé à la conclusion que 82% des enfants qui étaient irradiés et qui avaient le traitement de spiruline à raison de 5 à 6 grammes par jour, pendant 30 à 40 jours, ne développaient pas de cancer de la thyroïde, alors que 100% des autres le développaient. Mais docteur Jean-Louis Vidalot, ce livre Spiruline, alors vous pouviez pas tout traiter, déjà vous nous expliquez comment elle peut fonctionner, on va revenir sur ses composants, et puis sur l'utilisation en tant que dopage, entre guillemets, mais qui serait un dopage noble. Restons sur cette logique. On sait aujourd'hui que nombre de familles sont encore touchées par ce fléau de radiation à Tchernobyl. Vous vous rappelez aussi qu'aujourd'hui, il y a des fuites, qu'il y a un deuxième sarcophage qui est en train d'être préparé pour étouffer les dites fuites, mais il y a des familles avec des gamins qui naissent mal formés. Ça veut dire que si on donnait à toute la population qui se trouve dans la zone de Tchernobyl de la spiruline, il n'y aurait plus ces mauvaises formations? Probablement, et à raison de 80-85% Et probablement, mais parce que, là encore, la spiruline est actuellement développée essentiellement à usage humanitaire, et ça il faudra quand même le rappeler, car c'est un des éléments où la contestation ne se fait pas, c'est-à-dire que quand on donne à des enfants malnutris 5 à 6 grammes 2 à 3 grammes en fonction du poids de spiruline, des enfants qui ont des kwashiorkor, etc., ils récupèrent en quelques semaines, là où il faut des mois et des mois avec les programmes protéinés habituels. Tandis que là, il faut avoir des éléments probants, scientifiques, randomisés, et jusqu'à présent, nous n'avons pas suffisamment de publications. Voilà, bon, nous sommes avec le docteur Jean-Louis Vidalot, Spiruline, algue bleue, aux éditions du Dauphin. Il est 15h46. La spiruline, le docteur Jean-Louis Vidalot, le livre Spiruline donc aux éditions du Dauphin. On peut, à travers les travaux menés ici et là, je dirais presque de façon anarchique, parce que la communauté internationale ne s'est pas encore auto-convoquée en disant faisons en sorte de pouvoir répertorier ce que les uns et les autres trament dans leur recoin. Il n'en reste pas moins que parmi les grands principes actifs de la spiruline, il y a des oméga 3, mais surtout un très bon équilibre entre oméga 3 et oméga 6, sinon... Parfait. Parfait. Exact. Bon. Il y a du magnésium, il y a du zinc, il y a du fer. Et c'est très important parce qu'on a tous besoin de fer, et en particulier les sportifs et les femmes, mais si on prend du fer au premier degré en complémentation, ça ne fonctionne pas toujours, et à ce moment-là, en plus, ça a plutôt un effet oxydant. J'espère que tous les lecteurs auront la pertinence de votre analyse, parce qu'effectivement, vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important. En quantité, il n'y a pas énormément de fer dans la spiruline par rapport à certains produits du commerce. Par contre, on se rend compte, et mon autre métier, en plus de la médecine expérimentale, c'est la médecine du sport, donc je suis des sportifs de haut niveau depuis plus de 30 ans, et effectivement, quand j'ai commencé à proposer de la spiruline en complément nutritionnel, alors que tous les produits pharmaceutiques ou fonctionnaient mal ou provoquaient des effets secondaires importants, j'étais surpris. Vous avez quelques cas que je... Ouais. J'étais surpris. Non, en particulier, vous parlez d'une jeune femme
Sam, c'est l'un des cas qui permet de mieux comprendre ce que l'on peut en attendre, qui était championne de judo, qui va se lancer dans le chatsu, hein, et toujours championne du monde de jiu-jitsu, voilà, d'ailleurs. Hein, Oui, voilà. oui, Bon. Et comment elle absorbe d'un seul coup le fer, alors que jusque-là, elle en était en panne. Justement, parce qu'il y a une excellente biodisponibilité, c'est-à-dire que tout le fer et la vitamine B9, l'acide folique qui est contenu dans la spiruline, et puisqu'ils sont complémentaires, est absorbé par l'organisme, alors que dans les préparations que l'on donne du commerce ou autre, il est éliminé pour la plupart avec des troubles digestifs, etc. C'est là un point essentiel. On n'a pas eu le temps de l'aborder tout à l'heure avec Jean-Marie Pett, avec lequel on a ouvert l'émission et avec lequel on a évoqué tous ces mécanismes de communication entre les éléments de la nature, éléments vivants. Et il insiste dans son ouvrage pour dire le mot miracle, c'est synergie. C'est-à-dire que je prends une molécule de, ça donne aucun résultat. Prends une autre molécule, ça donne aucun résultat. Et puis si je convoque mes deux en même temps, à ce moment-là, les copines comme coquines, hop, elles vont devenir actives et être extrêmement bénéficiaires. Très exactement. Alors, la grande surprise que j'ai eue en écrivant cet ouvrage, car j'avais des documentalistes qui m'ont fait avoir accès à des sources qu'on nous cache, entre guillemets, c'est la carence micronutritionnelle considérable de l'alimentation qu'on nous propose aujourd'hui, qu'elle soit industrielle ou pas, tout simplement parce que la qualité des sols dans lesquels on cultive les fruits, les légumes, etc., c'est tellement appauvri en 50 ans que on a des carences micronutritionnelles. Or, on sait aujourd'hui, et je cite des auteurs qui font référence, on sait aujourd'hui que nombre de pathologies dégénératives, à commencer par le cancer, alors vous dites etc. que la spiruline, pour essayer de schématiser, après il faut lire l'ouvrage, vous dites qu'elle donne plus de tonicité aux cellules tueuses, celles qui viennent cerner, puisqu'on fabrique tous des cellules cancéreuses, et aussitôt qu'elles pointent, il y a les gardiennes, hop, elles se présentent et elles disent « ma coquine, on va s'occuper de toi », elles lui sautent dessus. Mais souvent, par une mauvaise nutrition, ces cellules tueuses manquent, elles ne sont pas assez fringantes, donc elles manquent de force et elles sont battues par la cellule cancéreuse. Et là, c'est le contraire grâce à la spiruline. Alors, ça n'est pas moi qui le dis, hein, et là, je fais référence aux 526 ouvrages et travaux que je mets dans l'ouvrage, car il y a des équipes chinoises, russes, américaines, indiennes, françaises, européennes également, qui ont travaillé sur ces éléments-là, notamment en matière de stimulation immunitaire, car la phycocyanine notamment, qui est ce pigment que j'évoquais tout à l'heure, a cette vertu effectivement d'être le plus puissant stimulant immunitaire que l'on connaisse, avec cette capacité de booster les NKC, les Natural Killer Cells, les fameuses cellules tueuses, et ça a été prouvé sur des mais docteur, on s'étonne, c'est pour ça là je remets le terme docteur en bouche au bon moment pour redynamiser la conversation, parce que certains diraient, là on est quand même avec des illuminés, vous avez été formé à la fac de Paris. Aujourd'hui, dans nombre de services de cancérologie, on ignore complètement la spiruline. Et si je vous lis bien, et si je me fie aux travaux que vous rapportez, il devrait y avoir une évidence, et que tout à chacun menacé dans sa santé fasse appel à la spiruline. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose Je vais faire une réponse qui a été faite sur des émissions qui sont passées sur TV5 et Arte il y a un an à peu près, qui était très bien faite sur la spiruline, où le directeur de l'Institut Pasteur de Ouagadougou, l'équipe qui était venue tourner ce reportage, posait la même question, comment se fait-il que les laboratoires, la communauté internationale s'y soient pas intéressés? Et la réponse très pertinente de ce confrère était laboratoire ne s'intéressera jamais à un produit ou une molécule qui ne peut pas être brevetée. Ce qui n'est pas complètement faux. C'est-à-dire que tout le monde peut cultiver de la spiruline dans... Exactement. Je mets une petite bassine et cloc, je me fais ma... Alors, je vais vous donner un autre élément pour bien faire comprendre qu'elles peuvent faire également le danger. Je me trouvais il y a un mois à peu près au Sénégal pour installer justement des bassins de spiruline, et j'étais à peine arrivé sur le sol sénégalais que je reçois un coup de fil de la présidence de la République pour rencontrer Madame Wade, la femme donc du président Wade, oui. Qui est extrêmement convaincue, elle, depuis des années, de l'usage de la spiruline, notamment pour lutter contre la malnutrition infantile. Et j'y vais donc le lendemain. Sénégal, qui paradoxalement est l'un des rares pays à laisser obligatoire le vaccin contre la fièvre jaune. Alors que l'on pourrait se dire que, bon, en l'occurrence, bon.
Exact. Elle me raconte une aventure qu'elle venait d'avoir la semaine précédente, me disant qu'elle avait fait un petit tour d'Europe et surtout des États-Unis pour essayer de trouver de l'argent auprès des agences de l'ANU, notamment l'UNICEF, Fonds monétaire, etc., pour essayer de construire des bassins pour les enfants, et qu'elle s'était fait